Bonjour à tous, merci beaucoup de m'avoir invitée, à ce colloque aujourd'hui, et de me donner l'occasion de vous livrer alors, je vais tenter de vous livrer le point de vue de la République française. J'interviens vraiment comme représentante du ministère de la Justice, aujourd'hui. Mais je vous livrerai ce point de vue du côté très opérationnel, parce que, pour bien vous expliquer, mon bureau, le bureau que je dirige est le département de l'entraide, du droit international privé et européen. Il est rattaché à la direction des affaires civiles et du sceau du ministère de la Justice et il s'occupe de toute la coopération en matière civile et commerciale pour le ministère de la Justice. Et je vais juste détailler les activités de mon bureau pour que vous puissiez comprendre en fait tous les exemples que je vais vous donner au cours de mon propos, et la vision que je vais vous apporter. Euh, le département de l'entraide est donc en charge en particulier des négociations des règlements européens et des conventions internationales en matière civile et commerciale, et en particulier de toutes celles qui contiennent des règles de DIP. Il assure également la mise en œuvre des conventions internationales et des instruments européens pour lesquels le département de l'entraide est désigné en qualité d'autorité centrale. C'est le cas dans le règlement Bruxelles 2 bis pour les enlèvements internationaux d'enfants, c'est le cas notamment en matière de signification et notification des actes, ou encore en matière d'obtention de preuves. Le département de l'entraide fournit également une expertise en matière de droit international privé, en matière de droit de l'Union, en matière civile et commerciale pour le ministère de la Justice. Il assure les fonctions de suivi et de représentation du ministère de la Justice au sein des instances internationales. Il abrite le point de contact national pour la France du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale dont Marie Vautravers a parlé. Et puis, et j'y reviendrai à la fin, nous allons également suivre la présidence française de l'Union européenne pour le droit civil. Donc l'approche vraiment que je vais vous livrer aujourd'hui, c'est une approche plutôt transversale, une approche opérationnelle. Et à la question « Existe-t-il un système de droit international privé de l'Union ?», la réponse de la République française va être « oui, il existe », car nous y contribuons tous les jours. C'est vrai que nous sommes partis, enfin je suis partie pour construire mes propos, du constat que en quelques années, nous avons eu un certain nombre de textes qui ont été adoptés au sein de l'Union européenne, qui sont effectivement venus remplir les objectifs des traités fondateurs de l'Union européenne, en particulier cette création d'un espace européen de liberté, de sécurité et de justice, qui repose pour nous sur deux fondements principaux, qui est le principe de confiance mutuelle, qui est extrêmement important dans la coopération, et puis tout ce déploiement d'outils issus du droit international privé, avec pour objectif final l'accès à la justice pour les citoyens, la résolution facilitée des litiges transfrontières, mais également il s'agit de guider le juge et le praticien pour arriver à une solution lorsqu'un litige leur est soumis. Alors, à ce titre, le gouvernement français trouve que les outils de DIP sont plutôt efficaces. On a des règles de conflit de juridiction, de détermination de juridiction, des règles de conflit de loi, un système qui permet la reconnaissance et l'exécution des décisions et des actes dans d'autres États membres. C'est un système qui est ensuite complété par d'autres règlements qui sont beaucoup plus intégrés et spécialisés. On en a parlé aussi tout à l'heure, le règlement insolvabilité ou encore les règlements régimes matrimoniaux, partenariats enregistrés, succession, qui ont des règles entières concernant la compétence, la loi applicable, la circulation des décisions. On a aussi également des outils de coopération directe qui ont aussi été évoqués, notamment en matière de notification, signification des actes, en matière d'obtention de preuves. Et on a tout un nombre d'acteurs qui ont été également évoqués depuis ce matin, qui contribuent à faire fonctionner ce système. Évidemment, il y a les institutions européennes, il y a les États membres, il y a la Cour de justice de l'Union européenne, il y a les praticiens et tout le monde derrière. Alors, je vais, à partir de ce constat, en fait, je vais vous présenter l'expérience vraiment du ministère de la Justice dans la mise en œuvre au quotidien de ce système de droit international privé, ce qu'il fait,
c'est avant tout une recherche de cohérence. On en a vraiment aussi parlé ce matin, mais c'est en tout cas l'objectif recherché par le ministère de la Justice. Et dans un second temps, je vous présenterai également les difficultés que nous rencontrons pour assurer cette cohérence qui n'est effectivement pas qu'horizontale, elle est aussi verticale. Alors, donc, comme je vous l'ai dit depuis le début, le ministère de la Justice intervient tous les jours en matière de droit de l'Union et contribue au bon fonctionnement du système de droit international privé. Alors, ça se voit tout d'abord dans le cadre des négociations dont Marie a beaucoup parlé ce matin. Parce que le ministère de la Justice va suivre l'ensemble des négociations qui vont intéresser la matière civile dès le début, c'est-à-dire à toutes les phases. Au moment de préparation de la norme, nous allons répondre aux consultations publiques qui sont lancées par la Commission. Nous allons parfois échanger directement avec la Commission. Nous allons échanger avec d'autres États membres pour former des propositions. Nous allons discuter évidemment au sein du Conseil et auprès du Parlement européen du projet législatif qui est déposé. Nous allons faire valoir nos arguments, nous allons défendre les intérêts de la France, mais aussi la cohérence globale du système. On le retrouve encore au niveau des trilogues où là encore, le ministère de la Justice intervient. Et à chaque étape de cette procédure, nous avons des bureaux experts de la thématique qui sont là, qui vont préparer les textes, qui vont suivre les orientations, qui vont s'assurer de cette adéquation et de cette bonne articulation entre les règles de droit de l'Union et les règles de droit interne, et entre les règles de droit de l'Union elles-mêmes. Pour cela, je voulais juste évoquer 2 exemples. Le premier concerne la proposition de règlement sur la loi applicable à l'opposabilité des cessions de créances. Donc, c'est un texte qui est en cours de négociation. Les trilogues ont commencé sur ce texte. Donc, il s'agit d'un instrument de droit international privé qui vise à compléter le règlement Rome I, qui est relatif à la loi applicable aux obligations contractuelles. Ce projet de règlement a donc vocation à combler les lacunes du règlement Rome I en venant harmoniser les règles de conflit de loi qui régissent l'opposabilité des cessions de créances aux tiers, et ce, afin de permettre en fait les investissements transfrontières dans l'Union européenne, tout en assurant une sécurité juridique de ces transactions, notamment sur titres et créances. Donc, effectivement, on est sur la politique des petits pas, peut-être, et de la stratification du droit européen, puisqu'il vient combler les lacunes d'un règlement général. Pour autant, lors des discussions, nous avons énormément échangé sur la loi applicable, et notamment aussi sur le champ d'application du projet, s'il devait ou pas inclure les instruments financiers, car au-delà de son articulation avec le règlement Rome I, il fallait aussi l'articuler avec les différents textes européens qui contiennent des dispositions sur la loi applicable en matière d'instruments financiers. Et la France voulait absolument faire valoir son point de vue, qui était donc, au départ, c'était d'exclure ces instruments financiers, et puis ensuite, puisque le champ d'application va les contenir, c'était d'avoir des exceptions très limitées au principe général de la loi applicable, afin d'assurer une sécurité et une prévisibilité pour toutes ces opérations. Donc on verra ce qu'il en sortira à la fin des trilogues, mais en tout cas, la France défend son point de vue. Un autre exemple qui est actuellement en cours de négociation, c'est le Digital Services Act, le DSA. C'est un projet de règlement qui est dédié aux services numériques et qui a pour objectif de renforcer la lutte contre les contenus illicites publiés et diffusés via les opérateurs de l'Internet, et en particulier par les plateformes en ligne. En fait, c'est un nouvel instrument qui vient lui aussi amender et compléter la directive de 2000, la directive e-commerce, parce qu'on a fait le constat que 20 ans après, cette directive, elle n'était plus du tout adaptée au développement des nouveaux services commerciaux, aux réseaux sociaux, à la transformation numérique.
et donc il fallait un nouveau dispositif. Alors, là encore, c'est poser une question d'articulation des règles de DIP, notamment avec l'article 3 de la directive e-commerce, c'est la clause de marché intérieur, qui permet l'application de la loi du pays d'origine. Alors, c'est une thématique que vous retrouverez aussi au cours de ce colloque. Mais les négociations donc, sont en cours vraiment sur ce point et la France en fait souhaite écarter le plus possible, en tout cas dans cette espèce, l'application de la loi du pays d'origine et est en train de proposer des amendements pour ne pas appliquer cette clause parce que l'application de cette clause ferait qu'un contenu, la définition d'un contenu illicite un contenu serait par exemple illicite avec la loi bulgare, non illicite pardon, avec la loi bulgare, illicite avec la loi française, et l'application de la loi du pays d'origine ferait obstacle à l'application de la loi française comme lieu du dommage si on retient la loi du pays d'origine, si la plateforme est établie en Bulgarie. Donc il n'y aurait pas de contenu illicite et on ne pourrait pas lutter contre ça. Donc il y a vraiment des enjeux dont la France essaie de tenir compte dans les négociations. Et nous ne sommes pas les seuls, l'ensemble des États membres font valoir dans le cours des négociations leur point de vue. Alors, un autre exemple dans lequel l'intervention de la France contribue, à notre sens, à favoriser le développement d'un système harmonieux et au bon fonctionnement du système de droit international privé, c'est devant la Cour de justice de l'Union européenne. On l'a rappelé en début de colloque, de très nombreux avis sont rendus chaque année par la Cour concernant des questions préjudicielles. En l'espèce, moi je suis destinataire, en fait, dès qu'une question préjudicielle est posée à la Cour, le greffier de la CJUE les envoie aux États membres et les États membres les répercutent au ministère. Pour ma part, je reçois entre 1 et 10 questions préjudicielles par jour. Donc, nous avons mis en place tout un travail qui est de voir quelle est la question, est-ce que le ministère de la Justice est intéressé, et pour procéder en fait à ce tri, pour savoir si nous souhaitons une intervention de la France à l'instance, eh bien, nous avons développé un certain nombre de critères, notamment nous allons mesurer quel est l'impact de la question sur le droit français. Nous allons ensuite nous intéresser si la décision rendue sera susceptible de remettre vraiment en cause une disposition ou une jurisprudence française et si la question est très sensible politiquement. Dans ce cas, nous allons solliciter une intervention à l'instance. Mais nous essayons d'avoir une approche très, je dirais, globale. Et nous ne nous en tenons pas à la seule question, nous allons regarder les effets de bord éventuels sur l'ensemble des règlements, sur l'ensemble du droit international privé qui est applicable. Alors, je continue à énumérer l'expérience et les exemples de l'implication du ministère de la Justice dans ce système de DIP. En particulier également, nous avons un rôle important comme autorité centrale. Donc, je vous l'ai dit aussi en introduction, le département de l'entraide du droit international privé et européen est désigné autorité centrale dans un certain nombre de règlements européens, mais aussi de conventions internationales. Donc, en cette qualité d'autorité centrale, le rôle, c'est d'assurer la mise en œuvre de ces instruments et d'assurer la bonne application, une application cohérente. Nous sommes sollicités par des praticiens pour répondre à un certain nombre de questions. Nous faisons remonter les difficultés à la Commission ou notamment à la conférence de La Haye. Nous échangeons avec nos homologues étrangers sur des points juridiques très précis dans le but d'harmoniser les pratiques et d'avoir finalement une coopération efficace et des décisions qui vont pouvoir circuler et être exécutées dans un autre État membre.
Ce qui est intéressant également dans notre rôle d'autorité centrale, c'est que comme nous avons la double casquette, notamment pour les règlements européens et les conventions internationales qui ont un champ d'application qui se recoupe, notamment signification, notification des actes, ou encore les enlèvements internationaux d'enfants, eh bien, nous pouvons justement voir éveiller à la bonne articulation et aux problématiques qui se posent dans les deux situations pour avoir une lecture vraiment cohérente des règles du droit européen et des règles qui sont de droit international privé issues des conventions internationales. Également, comme Marie l'a évoqué, il y a le réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale. Dans ce cadre également, le ministère de la Justice, qui donc abrite le point de contact national, veille à animer ce réseau au niveau national français. Nous avons un maillage territorial qui a été mis en place. Nous avons des magistrats par cour d'appel qui sont référents de ce réseau. Nous avons des représentants de chaque profession juridique et judiciaire qui participent au réseau et qui font remonter au point de contact national, là encore, les difficultés qu'ils peuvent rencontrer dans l'application du droit de l'Union, mais qui nous permettent aussi de diffuser via ces canaux et au plus près des praticiens les guides pratiques qui sont diffusés par la Commission, des fiches que nous pouvons élaborer, qui sont des sortes de fiches réflexes, que faire dans telle situation. Nous leur envoyons aussi des newsletters pour les informer des dernières jurisprudences de la Cour de justice de l'Union européenne. Donc nous essayons là encore de contribuer à assurer une bonne diffusion, une bonne connaissance du droit international privé pour que tous les acteurs puissent finalement s'emparer de ce sujet et arriver à une application harmonisée. Alors je dirais que ça, c'était plutôt les côtés positifs, les belles réussites, à notre sens, du système de droit international privé. Je dirais qu'au quotidien également, nous rencontrons un certain nombre d'obstacles, des obstacles à l'intégration de ce système de droit international privé européen, avec lesquels nous devons composer et qui contribuent à opacifier en fait le fonctionnement de ce système. Alors, une des premières difficultés que l'on rencontre, c'est la problématique du champ des compétences externes de l'Union européenne. Ça, c'est une difficulté majeure qui revient pour le ministère de la Justice dans le cadre des négociations que nous opérons avec les États tiers, que ces négociations soient dans un cadre multilatéral, notamment au niveau de la conférence de La Haye, ou au niveau bilatéral. Nous souhaitons parfois renégocier certaines conventions anciennes bilatérales et nous devons faire face à une revendication de la Commission de compétences externes. Alors, c'est vraiment quelque chose en fait qui vient complexifier pour nous ce processus de décision. Il relève de l'article 3, paragraphe 2 du TFUE, qui prévoit en fait 3 cas de figure dans lesquels l'Union dispose d'une compétence externe exclusive. C'est tout d'abord lorsque la conclusion de l'accord, cette conclusion est prévue dans un acte législatif de l'Union, ou lorsque cette conclusion d'un accord est nécessaire pour permettre à l'Union européenne d'exercer sa compétence interne, ou dans la mesure où la conclusion de cet accord international est susceptible d'affecter des règles communes ou d'en altérer la portée. Donc, sur ce dernier point, nous avons une jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne qui s'étoffe, mais la mise en pratique est difficile. Or, pour autant, selon le cas dans lequel on se trouve, ce sera donc à l'Union européenne et non aux États membres de contracter des engagements extérieurs avec des États tiers ou avec des organisations internationales, ou seulement pour partie du texte de l'accord.
Alors, par exemple, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile tombent désormais sous le coup de la compétence externe exclusive de l'Union européenne, mais nous avons beaucoup de conventions qui comportent un champ sur cette reconnaissance et d'autres dispositions. Donc ça complexifie tout ça, toutes les négociations. Et puis nous avons des désaccords, je dirais, entre les États membres et la Commission sur quel est le partage exact de ces compétences. On pense notamment aux notifications ou à l'obtention de preuves, où la Commission revendique une compétence exclusive et à laquelle la France, mais nous ne sommes pas les seuls États membres, s'opposent fortement à cette reconnaissance des compétences de l'Union européenne en la matière. Donc ça, c'est un des exemples qui opacifie, je dirais, le fonctionnement du système, qui ne contribue pas à sa clarté. Un autre exemple également qui là encore rend la lecture complexe, il s'agit en fait de l'articulation entre les règles nationales de droit international privé et ces règles de droit international privé de l'Union. Alors, on peut se dire, si on respecte la hiérarchie des normes, c'est assez facile. En réalité, les choses sont plus complexes et je vais juste vous présenter brièvement les travaux de codification du droit international privé qui sont actuellement en cours et auxquels M. Cyril Nourissa participe. Alors, il a été mis en place un groupe de travail qui est chargé de la codification du droit international privé, qui réunit de nombreux professeurs et quelques praticiens, et qui travaille sous l'égide du ministère de la Justice. Donc, ils doivent réfléchir à comment faire un code avec un droit international privé qui, en France, a toujours été considéré par la plupart des praticiens et par les opérateurs économiques, étrangers comme français, comme illisible, source d'imprévisibilité et d'insécurité juridique, ce qui faisait que ces acteurs préféraient choisir d'autres tribunaux français et ne pas appliquer la loi française pour régler leurs différends compte tenu de cette illisibilité des règles de droit international privé. Alors, dans le cadre des travaux du groupe de travail, s'est posé la question dès le départ, comment articuler ce projet de code avec les dispositions européennes existantes et avec tout ce système de droit international européen, privé européen. Fallait-il intégrer toutes ces dispositions dans le projet de code avec l'avantage de la lisibilité? On aurait tout de réuni ou pas? Alors, aujourd'hui, les travaux ne sont pas finis. Le groupe a décidé d'écarter cette solution en estimant qu'il était très délicat de transformer les instruments européens en dispositions de droit interne, qu'elles ont un caractère autonome, qu'elles n'ont pas un domaine d'application uniforme sur l'ensemble du territoire de la République française, et de faire simplement un renvoi général aux dispositions européennes. Il y avait aussi le souci que les règles de droit européen sont très nombreuses, sont disparates, le recensement est compliqué, et elles évoluent. Il y a une mise à jour très complexe qui devrait être faite si on avait un instrument, un code unique. Donc, cette articulation est très difficile. La difficulté va être vraiment pour les praticiens du droit, c'est qu'ils vont avoir un code de droit international privé, si on arrive jusqu'au bout des travaux, qui va contenir l'ensemble de ces règles, mais au niveau national. Mais tout ce qu'ils vont devoir appliquer, les règles du droit européen qui sont d'application immédiate, ils ne les auront pas. Et il faudra aller les chercher ailleurs. Et là encore, ça va être une difficulté pour les praticiens. Je reviens justement à cette difficulté qui est pour nous un point essentiel. Les praticiens du droit ne sont pas assez formés au droit international privé et au droit de l'Union. Or, ce sont les principaux acteurs du système. Alors,
Il y a par exemple certains règlements, on les a évoqués, les règlements petits litiges, le règlement injonction de payer européenne, le règlement sur le titre exécutoire européen, ou encore l'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, qui sont des règlements qui sont complètement sous-utilisés par les praticiens, alors qu'ils créent un système, des procédures efficaces, des procédures rapides pour permettre de régler son litige. Pour autant, ce sont des systèmes qui sont mis en place, qui sont alternatifs, qui ne sont pas du coup obligatoires et qui viennent compléter ce qui existe en droit national. De ce fait, les praticiens, la plupart, continuent d'utiliser les procédures nationales et ne vont pas sur ces règlements qui sont jugés complexes. On ne sait pas où trouver les textes. Il y a un système de certificat. Ça peut être un petit peu compliqué. Donc, il est essentiel, et c'est vrai que c'est un public averti, c'est compliqué de dire ça, mais il est essentiel vraiment que les praticiens se forment de plus en plus au droit de l'Union et à la manipulation justement des différents règlements. Nous n'avons pas un code unique, donc il faut arriver à aller chercher les différents textes. Alors, modestement, le ministère de la Justice essaie d'organiser des formations, parfois en lien avec l'École nationale de la magistrature, l'École nationale des greffes. Nous travaillons aussi avec les professions pour certaines formations communes. Donc ça, c'est vraiment aussi quelque chose qui est très important si on veut que le système de droit international privé existe. Alors, pour conclure, je vais un petit peu déborder parce que je me dois de vous parler de la présidence française de l'Union européenne, qui n'est pas sans lien avec le sujet. Comme vous le savez certainement, la France va présider le Conseil de l'Union européenne au 1er janvier 2022 pour une durée de 6 mois. Donc c'est un moment qui est assez extraordinaire dans la vie des institutions pour la France, puisque cette présidence revient uniquement tous les 13 ans et demi. La dernière présidence datait de 2008. Pendant la période de la présidence française va avoir à présider l'ensemble des réunions au niveau du Conseil. Elle va contribuer ainsi à assurer toute la continuité des travaux de l'Union européenne au Conseil. Donc, par ce biais, la France a une influence sur tout ce qui va se passer dans les prochains mois au sein de l'Union européenne et va évidemment essayer d'apporter le maximum de cohérence au système de DIP. Pour vous donner un petit aperçu de ce qui va se passer, donc les présidences fonctionnent en trio. Le trio qui arrive est donc composé de la France, de la République tchèque et de la Suède. Ce sont les pays qui vont ensuite succéder à la France à la présidence du Conseil. Donc, en fait, on élabore un programme assez cohérent sur une période de 18 mois. Il va s'agir de planifier, de présider les sessions du Conseil, les réunions des instances préparatoires, de représenter le Conseil dans les relations avec les autres institutions de l'Union européenne. Et à chaque fois, la présidence va devoir s'exercer dans un souci de neutralité. Nous ne pouvons pas donner la position de la France. Nous pouvons y travailler avec au moyen des sujets qui sont mis à l'ordre du jour ou des textes que nous souhaitons un petit peu pousser par rapport à d'autres ou prioriser. Voilà, nous avons une légère marge de manœuvre là-dedans qui nous permet de faire avancer certains sujets peut-être plus que d'autres. Avec un contexte qui sera très difficile également, c'est que nous serons en période d'élection présidentielle, avec un devoir de neutralité pour le gouvernement pendant la présidence française de l'Union européenne, qui va intervenir très tôt, dès la fin du mois de mars, ce qui fait que nous allons avoir une présidence effective politiquement pendant 3 mois.
Et les 3 mois qui suivent, bien, et voilà, on ne sait pas comment ça va se passer. Donc c'est une période de grande incertitude qui arrive, mais en tout cas, nous œuvrons tous les jours aujourd'hui pour essayer de faire de cette présidence une présidence réussie. Et une présidence réussie, c'est une présidence qui arrive à faire avancer les choses, en fait, au niveau du droit de l'Union européenne. Voilà, je m'arrêterai sur ces propos. Je vous remercie et je retiendrai que entre vos deux interventions, il y a un trait commun, c'est celui de l'enjeu, de la connaissance du droit international privé de l'Union et au-delà du droit international privé. C'est un point que nous soulignons régulièrement dans nos enseignements, la méconnaissance par les praticiens du droit, quels qu'ils soient d'ailleurs, notaires, huissiers, avocats, magistrats également, du droit international privé en général, du droit international privé de l'Union en particulier. Et ce colloque est l'occasion d'insister sur l'existence d'excellents manuels, puisque nous avons aujourd'hui 3 auteurs de manuels généraux dans cette salle. Le professeur Louis Davout aux éditions LGDJ, le professeur Bernard Haftel avec son cours aux éditions Dalloz, et puis Madame Clavel avec le manuel hyper court. 3 manuels qui sont chaleureusement recommandés à nos étudiants, et je ne doute pas que par l'exercice de la rédaction de ce manuel, Madame Clavel saura nous partager des éléments de réflexion sur cet enseignement du DIP de l'Union.